Chapitre 2. Quelques objections. S'il s'agit là des points fondamentaux, il vaut mieux consolider ce fondement avant de poursuivre. Plusieurs lettres que j'ai reçues me montrent que beaucoup de gens saisissent mal ce qu'est la loi de la nature humaine, ou la loi morale, ou ce que sont les règles de bonne conduite. On m'a écrit, par exemple, « Cette loi morale ne résulte-t-elle pas d'un instant grégaire, c'est-à-dire quasi animal? Ne s'est-elle pas développée comme tous nos autres instincts? » Je ne nie pas, en effet, que nous possédons un instinct grégaire, mais ce n'est pas ce que j'entends par la loi morale. Rappelez-vous ce que vous ressentez lorsque l'instinct vous aiguillonne, l'amour maternel, l'instinct sexuel ou la faim. Vous éprouvez alors le besoin impérieux d'agir d'une certaine façon. Naturellement, nous pouvons ressentir de la même façon le désir d'aider quelqu'un, et sans doute, cette pulsion relève de l'instant grégaire. Mais le désir d'aider est tout à fait différent du sens du devoir. Supposez que vous entendiez l'appel de détresse d'une personne en danger. Vous aurez probablement deux désirs, celui de porter secours, relevant de votre instinct grégaire, et celui de vous écarter du danger, relevant de votre instinct de conservation. Mais en plus de ces deux pulsions, vous trouverez en vous-même quelque chose qui vous dit de suivre votre premier désir, celui d'aider, et donc de refouler celui de fuir. Or, cet élément qui juge entre les deux instincts et qui décide lequel mérite d'être encouragé ne saurait être l'un des deux. Sinon, ce serait comme si la partition musicale vous indiquant de jouer telle note sur le piano plutôt qu'une autre était elle-même une note du clavier. La loi morale indique la mélodie qu'il faut jouer. Nos instincts sont les touches. Voici maintenant une autre façon de montrer que la loi morale n'est pas simplement un instinct. Si les deux instincts entrent en conflit et que rien d'autre n'entre en ligne de compte dans notre esprit, manifestement l'instinct le plus fort devrait l'emporter. Mais dans les moments où nous avons le plus conscience de la loi morale, elle nous incline habituellement en faveur de la plus faible des deux pulsions. On préférerait sans doute rester sain et sauf plutôt que de courir au secours de l'homme qui se noie. Mais la loi morale nous demande de la secourir malgré tout. Elle donne souvent à notre bonne pulsion plus de vigueur qu'elle en a naturellement. Par devoir, nous stimulons l'instinct grégaire. Par exemple, nous faisons travailler notre imagination ou nous éveillons notre compassion afin d'accomplir l'acte juste. Mais il est clair que ce n'est pas instinctivement que nous rendons une pulsion plus puissante qu'elle ne l'est en réalité. Cette petite voix qui nous chuchote « Ton instinct grégaire est endormi, réveille-le » ne peut provenir de cet instinct. D'où provient notre inspiration de jouer plus ou moins fort certaines notes de musique? Elle ne peut venir des notes elles-mêmes. Et voici une troisième façon de présenter les choses. Si la loi morale était l'un de nos instincts, nous devrions être aptes à sélectionner en nous la pulsion qui serait toujours la bonne, toujours en accord avec les règles de bonne conduite. Or, nous ne le pouvons pas. Aucune de nos pulsions n'est exemptée de la nécessité morale d'être refoulée ou encouragée. C'est une erreur de penser que certaines de nos tendances, comme l'amour maternel ou le patriotisme, sont bonnes et que d'autres, comme l'instinct sexuel ou l'envie de se battre, sont mauvaises. Nous voulons seulement dire que l'instinct de lutte ou le désir sexuel doivent être réfrénés plus fréquemment que l'amour maternel ou le patriotisme. Mais il peut arriver qu'un époux ait le devoir d'encourager son instinct sexuel, comme un soldat son instinct de lutte. Dans certains cas, l'amour d'une mère pour ses enfants ou la passion d'un homme pour son pays doivent être écartés de peur qu'ils ne se conduisent à une attitude injuste envers les enfants des autres ou envers les nations étrangères.
À vrai dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pulsion en soi. Pensez encore au piano. Il ne possède pas deux catégories de notes, les bonnes et les mauvaises. Chaque note est bonne à un moment donné et mauvaise à un autre. La loi morale n'est pas un instinct spécifique ou une panoplie d'instincts. C'est quelque chose qui produit une mélodie, que nous appelons bonté ou bonne conduite, en dirigeant nos instincts. Cette constatation a de grandes implications pratiques. L'attitude la plus dangereuse que l'on puisse avoir consiste à sélectionner une de nos pulsions naturelles pour l'ériger en guide et la suivre à tout prix. Chacune peut nous transformer en démons si nous en faisons notre guide absolu. Par exemple, si vous pensez que l'amour de l'humanité est un objectif sûr, vous vous trompez. Si vous excluez la justice, vous irez jusqu'à rompre vos alliances et porter de faux témoignages en faveur de l'humanité. Vous deviendrez finalement une personne cruelle et déloyale. D'autres personnes m'ont écrit: cette loi morale n'est-elle pas simplement une convention sociale, quelque idéal que nous inculque l'éducation? Je crois que cette opinion relève d'un malentendu. Les personnes qui posent cette question supposent généralement que tout ce que nous avons appris de nos parents et de nos enseignants n'est qu'invention humaine. Mais ce n'est pas le cas. On nous enseigne à l'école la table de multiplication. Un enfant qui grandirait solitaire sur une île déserte ne la connaîtrait pas. La table de multiplication ne serait pas pour autant une convention inventée par les hommes. Elle n'aurait pas été différente s'ils l'avaient voulu. Je suis pleinement d'accord que nous apprenons de nos parents, de nos enseignants, de nos amis et de livres la règle de bonne conduite, comme nous recevons d'eux tout le reste. Mais si certaines des règles enseignées ne sont que de pures conventions, très différentes selon le pays, d'autres pourtant, comme les mathématiques, sont des vérités avérées. La question est de savoir à quelle classe appartient la loi de la nature humaine. Deux raisons permettent d'affiner qu'elle est une vérité autant que le sont les mathématiques. La première est que, comme j'ai dit dans le premier chapitre, même si les principes moraux varient selon l'époque ou le pays, les différences ne sont finalement pas très grandes et moins importantes que ne l'imaginent la plupart des gens. On peut repérer la même loi qui les inspire, alors que les pures conventions, telles que le code de la route ou le mode vestimentaire, peuvent diverger beaucoup plus. L'autre raison est la suivante. Quand vous considérez les différences entre les peuples sur le plan de la morale, vous arrive-t-il de penser que la morale d'un peuple a toujours été meilleure ou pire que celle d'un autre? Parmi les changements intervenus, y a-t-il eu des améliorations? S'il n'en est rien, alors aucun progrès moral n'est possible. Le progrès signifie non pas simplement un changement, mais un changement vers le mieux. Si aucun code moral n'est plus vrai ou meilleur qu'un autre, pourquoi préférerait-on la morale des civilisés à celle des sauvages ou la morale chrétienne à celle des nazis? En fait, nous croyons tous fermement que certaines morales sont supérieures à d'autres. Nous croyons que des individus qui ont tenté de changer les principes moraux de leur époque étaient des réformateurs ou des pionniers, des personnes qui avaient une meilleure conception de la morale que leur entourage. Dès l'instant où vous affirmez qu'une morale est meilleure qu'une autre, vous vous référez à une norme qui fait autorité. Mais le critère de jugement que vous appliquez à ces morales n'est pas de la même nature que ces morales. En réalité, vous les confrontez à quelque morale vraie qui doit exister réellement, indépendamment de ce que pensent les gens. Vous considérez que les idées de certains sont plus proches de cette valeur suprême que d'autres. Autrement dit, si vos principes moraux peuvent être plus vrais et ceux des nazis moins vrais, il doit exister quelque morale étalon qui sert de référence. La raison pour laquelle votre idée de New York peut être plus juste ou moins juste que la mienne tient du fait que New York est un lieu réel, existant indépendamment de ce que nous pensons l'un et l'autre.
Si chacun parlait seulement de la ville qu'il imagine dans sa tête, comment l'un de nous pourrait-il s'en faire une idée plus juste que l'autre? La vérité ou l'erreur n'entrerait plus en ligne de compte. De même, si la règle de bonne conduite signifierait seulement ce qu'une nation approuve, il serait absurde de dire qu'une nation, au cours de son histoire, a eu un code moral meilleur qu'un autre. Prétendre que le monde puisse devenir meilleur ou pire sur le plan moral serait d'ailleurs tout aussi insensé. Je conclus donc. Bien que différentes personnes aient différents principes moraux et que ceci nous fasse douter de l'existence d'une loi naturelle de bonne conduite, ce que nous pensons au sujet de ces différences prouve exactement le contraire. Encore un mot avant de terminer. J'ai rencontré des personnes qui amplifient les divergences car elles ne distinguent pas entre les différences d'ordre moral et celles qui touchent à l'interprétation des faits. Ainsi, un homme m'a dit « Voici 300 ans, en Angleterre, on mettait à mort les sorcières. Est-ce que vous attribuez ceci à la loi de la nature humaine, la bonne conduite ? Or, ce qui nous empêche de faire exécuter des sorcières, c'est que nous croyons plus en leur existence. Si nous croyons qu'il existe des gens ayant vendu leur âme au diable et recevant en échange des pouvoirs surnaturels qu'ils utilisent pour tuer, rendre fou ou provoquer la pluie, nous serons sûrement tous d'accord pour que ces maudits collaborateurs du diable soient mis à mort. On n'a pas changé de principe moral. Le changement ne concerne que notre interprétation des faits. Ne plus croire aux sorcières peut constituer un grand progrès, mais il n'y a aucun progrès à ne pas les exécuter puisqu'on nie leur existence. La conduite d'un homme ne serait pas plus compatissante pour autant si, persuadé de l'absence totale de souris dans sa maison, il n'y installerait plus de souricière.